Ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Tout d'abord, les titres. Au Gabon, SOS Tabagisme Gabon lance sa deuxième campagne de lutte contre la consommation du tabac en ciblant les écoliers et lycéens. La caravane ne touche pas au tabac, veut amener les jeunes à s'éloigner de ce tueur sournois. Nous irons au Mozambique où le cyclone tropical Dineo a fait 7 morts, plus de 130 000 déplacés et d'importants dégâts selon un bilan provisoire dressé par les autorités de la Croix-Rouge qui redoutent désormais inondations et épidémies. Et puis en Turquie, vous verrez que le procès de 47 personnes soupçonnées d'avoir tenté d'assassiner le président turc Recep Tayyip Erdogan lors du coup d'État manqué du 15 juillet s'est ouvert ce lundi. Parmi les 47 personnes sur le banc des accusés, 3 activement recherchés sont jugés par contumace. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session d'information. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons par la page du Gabon avec la rencontre des maires, les difficultés des communes de Libreville, à Kanda au nord, au Vendo au sud et Ntoum à 39 km de la capitale gabonaise était l'objet d'une réunion des maires et du ministre de l'Intérieur ce lundi. Objectif, discuter des questions de gestion des communes et des mairies d'arrondissement. Le compte rendu de Kenyon Ngouri. Libreville, Akanda, au Vendo et Ntoum, représentés par leurs édiles, à l'occasion d'une séance de travail avec le ministre de l'Intérieur et son délégué. Cette réunion visait à faire le tour des questions qui minent la gestion quotidienne des communes. Il s'agissait un peu de faire le tour, de discuter de fonctionnement, d'organisation qui incombe à nos côtés le cadre respectif et de trouver des solutions de manière bipartite, c'est-à-dire qu'on essaie également d'aider le ministère en lui proposant également des solutions au problème de fonctionnement. Aucune mairie ou commune n'échappe aux difficultés, à l'exemple de la commune d'Ovendo également en proie au problème d'insécurité. La commune naissante d'Akanda n'est pas en reste. Ces difficultés ont également été évoquées pendant cette réunion et qu'il faut vite corriger. Chaque commune a sa spécificité, donc il est toujours important que chacun de nous vienne exposer les difficultés, même les avancées. Il n'y a pas que les difficultés, même les avancées dans le fonctionnement et dans les investissements des différentes communes dont nous avons la charge. Donc il est très important pour nous de remonter ces informations auprès du ministre de tutelle sur le fonctionnement et le développement de ces communes pour le bien de toutes nos populations. Cette réunion de travail se tiendra très souvent dans le but de trouver de connivence avec les maires de communes des solutions sur les problèmes de gestion, de taxes, d'éclairage public et de gestion administrative, afin que le fonctionnement des mairies, d'arrondissements et de communes soit optimal et efficace. Après les inondations survenues dans différents quartiers de la capitale gabonaise ce week-end, le ministre d'État en charge des infrastructures, des travaux publics et de l'aménagement du territoire, Jean-Pierre Ohiba, a fait une mise au point ce lundi. En témoigne ce compte rendu de Limbris Boubala sur les images de Jospin Bombadianga. Libreville, capitale gabonaise, a enregistré depuis le week-end écoulé des averses qui ont eu pour conséquence des inondations graves, notamment au quartier Belle Peinture, PK6 et Okala, au nord de la ville, pour ne citer que ces quartiers. Une situation déplorable qui a occasionné ce 20 du mois en cours une sortie du ministre d'État en charge des travaux publics à travers un point de presse pour présenter les causes d'une telle catastrophe qui, rappelons-le, n'est pas le propre à notre pays. Ces inondations qui ne concernent pas que la ville de Libreville, concernent aussi la ville de Lambaréné, Port-Gentil et Franceville. Mais Libreville, ça devient récurrent. L'occupation anarchique des sols et l'incivisme des populations constituent entre autres facteurs à l'origine de cette montée des eaux. Nous constatons malheureusement, pour le regretter, que les actes d'incivisme sont à la base de l'accentuation de ces inondations. Le gouvernement, par le truchement du ministre d'État en charge des TP, entend entreprendre des travaux d'envergure, notamment dans la zone dite des Belles Peintures, dans quelques jours, pour soulager les victimes. Les travaux vont reprendre aussi bien à Belle Peinture que dans les autres sites, notamment à Kanda. A noter que ce programme prioritaire d'assainissement de la ville sera exécuté par l'unité de coordination des études et des travaux UCET en collaboration avec la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Je vous l'annonçais à l'entame, lutter contre le tabagisme en milieu scolaire et chez les jeunes, c'est l'objectif de SOS Tabagisme Gabon à travers sa deuxième édition de la caravane Ne touche pas au tabac, une sensibilisation interscolaire afin d'amener les jeunes à prendre conscience du danger. Le reportage de Lardingue Mamba.
Touche pas au tabagisme, c'est le conseil apporté aux jeunes et aux plus petits dans les lycées, collèges et écoles primaires de la commune de Libreville. Une caravane débutée lundi par l'association SOS Tabagisme. Objectif, sensibiliser et informer cette couche de la population sur les méfaits du tabac. Avec le tabac, il préfère commencer que d'arrêter. C'est pourquoi aujourd'hui on vient dans les écoles primaires et secondaires pour prévenir l'initiation au tabagisme. Parce que la plupart de ceux qui fument aujourd'hui, soit 90% des fumeurs, ils veulent arrêter, mais ils ne parviennent pas. Nous venons aujourd'hui empêcher les jeunes de tomber dans le piège du tabagisme. Le directeur national de lutte contre le tabagisme implore une réelle implication de toutes les composantes de la société. La lutte anti-tabac ne peut pas être portée par le gouvernement seul. Il faut l'appui de tout le monde, l'appui de la population, l'appui de la société civile, l'appui des organisations internationales. La consommation du tabac commence de plus en plus tôt chez les jeunes. Ici, dans cette école du 3e arrondissement, la direction s'implique également. Le tabac est une drogue qui tue. Et le tabac détruit l'organisme, détruit, n'est-ce pas, l'intelligence des enfants. Et les élèves, qu'en pensent-ils de cette sensibilisation? Moi, j'ai retenu que le tabac tue, qui n'est pas bon pour la santé. Que le tabac, ça te gaspille le corps jusqu'à te tuer et que tu peux gâcher ta vie avec ça. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 6 millions de personnes meurent chaque année à travers le monde. Et au Gabon, 6 jeunes sur 10 fument de manière régulière. Refermons cette page du Gabon avec ce deuil qui frappe la famille des communicateurs. Henri Nestor Ndjavé, 52 ans, journaliste du groupe Gabon Télévision, est donc décédé dans la nuit de samedi à dimanche des suites d'un accident vasculo-cérébral à l'hôpital des instructions des armées, dit hôpital militaire. Et nous sommes là dans le 6e arrondissement de Libreville. Limbrice Boubala et Jospin Bombadianga nous en disent davantage. La triste nouvelle s'est répandue telle une traînée de poudre le week-end écoulé au sein de la grande famille des communicateurs au Gabon. Henri Nestor, qui s'est éteint à l'âge de 52 ans des suites d'un AVC, était connu pour sa plume alerte et son professionnalisme dans le travail. Henri Nestor Ndjavé va nous manquer. Henri Nestor Ndjavé, c'était un grand homme de la communication. Je connais Henri Nestor Ndjavé, ça fait bientôt 30 ans. On a commencé nos premiers pas dans les années 80 à Radio 2, à la télévision, chaîne 2, et on s'est séparés. C'est un monsieur qui avait le sens de l'anticipation. C'était un bosseur. Il mangeait le travail. C'est quelqu'un qui était un communicateur au sens propre du terme. De la RTG chaîne 2 en passant par Gabon Télévision, sa voix était toujours présente à l'antenne. Chevalier de la plume, Henri Nestor aurait fêté son 53e anniversaire en mai prochain. Ça fait mal quoi. On vient de perdre le meilleur de nous tous. Juste dire que les grands esprits ne meurent pas, donc il restera éternellement vivant dans nos cœurs et qu'il repose en paix. Mais si les générations actuelles, ceux qui viennent dans le monde de la communication, son exemple pouvait leur servir de modèle, je crois que le milieu de la communication aurait à gagner. En attendant que les obsèques dignes de ce nom lui soient réservées, l'ensemble des professionnels de la communication pensent qu'on vient de perdre là une valeur sûre. Ouvrons la page des actualités africaines. Tout d'abord en Algérie, la chancelière allemande est en visite à Alger, la capitale, afin de convaincre les autorités d'accueillir les ressortissants algériens en situation irrégulière en Allemagne. Lariska Lormamengi s'en fait l'écho. La sécurité et l'immigration seront au centre de la rencontre entre la chancelière allemande Angela Merkel et le président algérien Abdelaziz Bouteflika. L'Allemagne veut amener les pays du Maghreb à collaborer pour le rapatriement des immigrés clandestins de la région. Angela Merkel souhaite une plus grande implication d'Alger à son projet. Selon l'agence de presse officielle algérienne, les deux pays ont signé depuis 1997 un accord relatif au retour des ressortissants algériens en situation irrégulière vivant en Allemagne. La situation en Libye sera également abordée. Berlin, à l'instar de ses voisins de l'Union européenne, est préoccupé par l'instabilité politico-sécuritaire dans ce pays depuis la chute de Muammar Kadhafi. Cette instabilité a favorisé le développement de trafic d'armes et de migrants à partir des côtes libyennes. Berlin et Alger entendent renforcer leur coopération économique dans divers secteurs, notamment dans ceux de l'agriculture, des travaux publics, de la santé, des énergies renouvelables et dans la protection de l'environnement.
Direction la République démocratique du Congo, où les élus du Kasaï tiennent les autorités responsables des violences qui secouent cette région du centre de la RDC, leur reprochant une mauvaise gestion de la crise et une réponse purement militaire. De regard de Ernil Kozas-Kambila. Plusieurs élus du Kasaï mettent en cause la responsabilité des autorités dans les violences qui secouent cette région du centre de la République démocratique du Congo, leur reprochant une mauvaise gestion de la crise et une réponse purement militaire. L'État envisage des solutions politiques, coutumières et humanitaires sur terrain et militaires si les armes ne sont pas rendues de manière pacifique en vue d'une paix durable dans cette partie du territoire national. Parti du Kasaï central en septembre 2016, les violences entre les forces de l'ordre et la milice Kamwina Tsampou, chef coutumier tué le mois précédent, dans une opération militaire après s'être révolté contre le pouvoir de Kinshasa, ont progressivement gagné le Kasaï oriental et le Kasaï occidental. Samedi, Kinshasa a reconnu que des soldats congolais avaient pu commettre des excès en exprimant cette rébellion après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo mettant en cause l'armée dans un massacre de civils. L'occasion d'évoquer les images qui circulent depuis peu sur les réseaux sociaux et qui présentent des atrocités attribuées aux FARDC engagés contre les miliciens opérant sous le label de Kamwinasa. Tous les excès et abus signalés des éléments des FARDC dans cette opération ont été pris en charge conformément au code pénal militaire dès la fin de cette opération l'année dernière. Et un officier et un sous-officier en répondent d'ores et déjà devant la justice militaire, affirme le gouvernement, sans préciser la juridiction devant laquelle comparaissent les deux hommes ni les charges retenues contre eux. La Cour de cassation égyptienne a confirmé ce lundi 10 peines capitales prononcées en 2015 à l'encontre des supporters pour des émeutes ayant fait 74 morts dans un stade après un match de football en 2012 à Port Saïd. Nous sommes là au nord-est du pays, un verdict qui se veut donc définitif. Marina Boissa. Ce lundi, la Cour de cassation égyptienne a prononcé un verdict définitif à l'encontre de supporters pour des émeutes ayant fait 74 morts dans un stade après un match de football en 2012 à Port Saïd dans le nord-est du pays. La Cour a confirmé ici les 10 peines de mort prononcées lors du procès de 2015 sur 72 accusés. 40 autres avaient été écopés de peines allant de 1 à 15 années de prison. À la sortie de la Cour, une vingtaine de membres de familles des victimes ont exprimé leur joie après la décision de la Cour en poussant des you-you et en scandant Dieu est le plus grand, tout en brandissant des photos des victimes. Maintenant et après 5 ans, je peux commencer à recevoir les condoléances pour les 72 martyrs. Ils sont tous mes enfants, que Dieu bénisse leur âme. Ça fait longtemps que je ne me suis pas recueillie devant sa tombe, mais je lui rendrai visite maintenant pour lui dire merci. Je me suis battue pour qu'on respecte tes droits et j'ai réussi ma mission en fin de compte. Maintenant, tu peux te reposer en paix, mon fils. Les émeutes avaient endeuillé le match de foot qui opposait l'équipe de Port Saïd Al-Masri au Stars du Caire Al-Hali. Un premier procès en mars 2013 s'était soldé par 21 condamnations à mort. En février 2014, après une première cassation, un nouveau procès avait été ordonné. Puis en juin 2015, un tribunal égyptien avait confirmé 11 des condamnations à mort. Les juges avaient acquitté 21 des condamnés, dont 7 responsables de la police. Refermons cette page Afrique au Mozambique où environ 655 644 personnes sont sinistrées dans le pays suite au passage du cyclone Denio dans le sud-est du pays. Lariska Lormamengi s'en fait l'écho. Selon les évaluations faites par les autorités mozambicaines, 655 644 personnes sinistrées ont été recensées dans la province d'Indambane. Elles représentent 7 personnes tuées et 55 autres blessées. Leur bilan souligne également que le cyclone a détruit quelques 22 000 habitations, 49 hôpitaux ou centres de santé et 105 écoles ou bâtiments publics, ainsi que 29 000 hectares de culture. Pays d'Afrique de l'Est, le Mozambique est régulièrement frappé par ce genre de catastrophe. En 2000, un cyclone avait causé la mort d'au moins 800 personnes et celui de 2015 avait fait plus de 100 victimes. Les autorités du Mozambique ont débuté ce week-end une vaste opération d'évacuation des habitants vivant près des rives ou du fleuve Limpopo en raison d'une éventuelle inondation. La décision a été prise après les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers temps sur le pays.
Les responsables des secours d'urgence mozambicains craignent que les dégâts éventuels ne dépassent ceux occasionnés par les inondations de 2000 et 2001 qui avaient fait quelques 800 morts et forcé un peu plus de 500 000 personnes à fuir leur domicile. En ce moment, plusieurs centaines de personnes sont sans abri. Le responsable de l'Agence nationale de gestion des secours a déclaré dimanche que la hauteur de la rivière Kombumun a atteint 8,15 mètres vendredi, ce qui selon lui représente 3 mètres au-dessus du niveau d'alerte qui est fixé à 4,5 mètres. Pas en reste dans cette grande session, vos actualités hors du continent. Tout d'abord, ce voyage donc de la candidate de l'extrême droite de France à la présidentielle, Marine Le Pen, a rencontré ce lundi le ministre libanais des Affaires étrangères, Gebran Bassil, à Beyrouth. Le reportage. Le chef de la diplomatie libanaise, Gebran Bassil, a reçu lundi la candidate d'extrême droite à la présidentielle française, Marine Le Pen, qui cherche à gagner en crédibilité à l'international. Lors du tête-à-tête entre la candidate de la présidentielle française et le ministre des Affaires étrangères libanaise, la question de la protection des chrétiens était au menu des échanges. C'est que pour moi, la protection des chrétiens, ça consiste à faire en sorte que les chrétiens puissent rester sur leur terre. Ça ne consiste pas, comme l'a suggéré il y a quelques années Nicolas Sarkozy, de convaincre les chrétiens de quitter leur pays pour les transformer en réfugiés dans les nôtres. Voilà. Le Liban est le seul pays du Moyen-Orient à être traditionnellement dirigé par un président chrétien. Depuis son arrivée à la tête du Front National en 2011, Le Pen n'a rencontré que très peu de dirigeants étrangers en exercice, à l'exception en 2015 du premier ministre égyptien de l'époque, Ibrahim Mahlab, et en janvier du chef de la diplomatie polonaise. Les États-Unis sont déterminés à poursuivre la coopération et le partenariat avec l'Union européenne, a donc affirmé ce lundi le vice-président américain Mike Pence, parlant d'un engagement fort du président américain Donald Trump en ce sens. Le récit de Ludmila Ntuntum. Présent lundi à Bruxelles, le vice-président américain Mike Pence a déclaré que les États-Unis étaient déterminés à poursuivre la coopération et le partenariat avec l'Union européenne, parlant d'un engagement fort du président Donald Trump, en ce sens en dépit des déclarations antérieures du nouveau locataire de la Maison-Blanche. Aujourd'hui, j'ai le privilège au nom du président Trump d'exprimer l'engagement fort des États-Unis à poursuivre la coopération et le partenariat avec l'Union européenne. Quelles que soient nos différences, nos deux continents partagent le même patrimoine, les mêmes valeurs et avant tout le même but, promouvoir la paix et la prospérité via la liberté, la démocratie et l'état de droit. L'engagement des États-Unis envers l'Union européenne est inébranlable et durable. Le président Tusk, le président Trump et moi-même avons hâte de travailler ensemble avec vous et l'Union européenne afin de renforcer notre partenariat politique et économique. Mike Pence était reçu pour la première fois à Bruxelles par le président du Conseil européen, Donald Tusk, qui, de son côté, a souhaité que l'Union européenne puisse compter sur un soutien sans équivoque de Washington. Il s'est passé trop de choses dans notre pays et dans l'Union européenne au cours des mois écoulés. Il y a eu trop d'opinions nouvelles et parfois surprenantes exprimées sur nos relations et notre sécurité commune pour prétendre que tout va comme d'habitude. Une allusion aux vives critiques exprimées par Donald Trump, le président des USA, sur l'Union européenne, une organisation selon lui promise à davantage de fragmentation après le merveilleux Brexit. En Turquie, et je vous l'annonçais en titre, le procès de 47 personnes soupçonnées d'avoir tenté d'assassiner le président turc Recep Tayyip Erdogan dans un complexe hôtelier de la côte égéenne lors du coup d'État manqué du 15 juillet s'est ouvert ce lundi à Mougla, dans l'ouest du pays. Retrouvons Marina Boissa. Le procès de 47 personnes soupçonnées d'avoir tenté d'assassiner le président turc Recep Tayyip Erdogan dans un complexe hôtelier de la côte égéenne lors du coup d'État manqué du 15 juillet 2016 s'est ouvert ce lundi à Mougla, ville située dans le sud-ouest de la Turquie. Parmi les 47 personnes appelées sur le banc des accusés, 44 sont en détention préventive et les 3 autres activement recherchés sont jugés par contumace. Ce procès est important dans le sens où dans la tentative de coup d'État, le seuil le plus critique est la volonté de nuire au président cette nuit-là.
Les accusés ont fui durant une longue période. Une partie a été attrapée une semaine après, l'autre 2 semaines après. La société a suivi tout cela de près. C'est donc pour cette raison que c'est devenu une affaire de société. Le président Erdogan était en vacances avec sa famille dans la station balnéaire de Marmaris, dans la province de Mouglal, lorsque la tentative de coup d'État a eu lieu le 15 juillet dernier. Selon lui, un commando héliporté de militaires putschistes a pris d'assaut le complexe hôtelier où il se trouvait. 2 policiers chargés de sa sécurité à l'hôtel ont été tués dans la fusillade qui a éclaté. Le parquet a demandé plusieurs peines de prison à perpétuité contre chacun des accusés, dont 37 militaires soupçonnés d'avoir été chargés de mettre le plan à exécution. Et puis la Malaisie et la Corée du Nord s'accusent mutuellement sur l'affaire de l'assassinat de Kuala Lumpur de Kim Jong-nam, demi-frère en exil du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. De point avec Charlène Fermezza. Ce lundi 20 février, la Malaisie a convoqué l'ambassadeur nord-coréen à Kuala Lumpur au sujet de l'assassinat de Kim Jong-un, le demi-frère du dirigeant nord-coréen. La Corée du Nord, par la voix de son ambassadeur, a déclaré qu'elle ne croyait pas à l'impartialité de l'enquête. Il y a de nombreuses rumeurs qui se propagent pour diffamer la Corée du Nord. La police malaisienne doit en prendre la totale responsabilité. Ceux qui profitent de cet incident sont les autorités sud-coréennes qui font face au plus vaste scandale politique. Vendredi dernier, la police malaisienne en civil a fait une descente dans l'appartement de notre citoyen vivant ici, à Kuala Lumpur. Elle a arrêté de force sans aucun mandat ou preuve. Ils ont rendu son arrestation publique disant qu'ils avaient arrêté le cerveau de l'incident. Sans qu'aucune enquête ne soit menée, ils ont aussi diffusé à la télé la scène où l'on voit cette personne menottée au poignet. C'est une grave violation des droits de l'homme. Selon certaines sources, Kim Jong-un était dans le collimateur de Pyongyang pour ses critiques publiques et ses appels aux réformes économiques. Ces dernières révélations auraient donc poussé Kim Jong-un à se débarrasser d'un demi-frère de plus en plus gênant. Le rappel des titres avant de marquer un point final à cette grande session d'information. Vous l'avez vu au Gabon, SOS Tabagisme Gabon lance sa 2e campagne de lutte contre la consommation du tabac en ciblant les écoliers et lycéens. La caravane Ne touche pas au tabac veut amener les jeunes à s'éloigner de ce tueur sournois. Nous étions au Mozambique où le cyclone tropical Dineo a fait 7 morts, plus de 130 000 déplacés et d'importants dégâts selon un bilan provisoire dressé par les autorités de la Croix-Rouge qui redoutent désormais inondations et épidémies. Et puis à l'instant en Turquie, le procès de 47 personnes soupçonnées d'avoir tenté d'assassiner le président turc Recep Tayyip Erdogan lors du coup d'État manqué du 15 juillet s'est ouvert ce lundi. Parmi les 47 personnes sur le banc des accusés, 3 activement recherchés sont jugés par contumace. Voilà, madame, monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci pour votre fidélité. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.